Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus sur notre plateau Test Achat. Aujourd'hui, on va encore aborder plein de thématiques différentes. Alors pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la toute première fois, Test Achat, qu'est-ce que c'est? C'est une association belge indépendante qui existe depuis plus de 50 ans et qui aide les consommateurs, les consommatrices à faire les choix, toutes sortes de choix de leur quotidien, que ce soit au niveau investissement, isolation, alimentation, voiture. Ça peut vraiment être à peu près toutes les thématiques qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours. Et Test Achat est là pour vous aider, pour vous conseiller et puis pour bien d'autres choses encore. Alors tous ces sujets évidemment sont développés de manière un peu plus vaste sur notre site internet testachat.be. Si vous êtes abonné, vous avez bien sûr accès à plus de contenu, mais même si vous n'êtes pas encore abonné, il y a déjà pas mal de choses que vous pouvez y retrouver. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va commencer avec un sujet assez brûlant, puisqu'on y est presque. 2024, il y a des élections, 2 pour le prix d'une même. Je suis convoquée comme assesseur. Qu'est-ce que je dois faire? Ça, ce sera la première thématique qu'on va aborder. Ensuite, on va parler déclaration d'impôts, déclaration fiscale. Vous pouvez obtenir des réductions fiscales grâce à vos placements, si vous en avez fait évidemment, ou alors on peut prévoir pour les années à venir. On va parler alimentation aussi avec les pâtes. Je sais que tout le monde ou la plupart des gens adorent manger des pâtes. Est-ce que ça fait grossir? La grande question que certaines se posent. On va aborder ce sujet aussi et on terminera avec une plainte que Test Achat a porter plainte contre Temu, le site de vente en ligne que vous connaissez probablement. On abordera ça plus en profondeur, mais on commence avec un tout premier sujet et j'accueille l'une de nos juristes Test Achat sur le plateau pour la première fois. Bonjour Anne Moriot, bienvenue. Bonjour, enchantée. Bonjour, enchantée aussi. Alors avec toi Anne, on va parler de ces fameuses élections et d'une situation, que se passe-t-il quand on nous demande d'officier en tant qu'assesseur pour les élections. Alors on va commencer d'abord par le contexte, au cas où il y en a encore qui seraient passés à côté d'informations. Cette année, on vote 2 fois. C'est quoi exactement? Oui, effectivement. Donc, le 9 juin, ce sont les élections européennes, fédérales et régionales. Et alors, le 13 octobre, ce sont les élections communales et provinciales. D'accord. Donc, on vote 2 fois. Les premières sont organisées par l'État fédéral, les deuxièmes par les régions, ce qui fait qu'il peut y avoir de toutes petites différences entre l'organisation des deux. Ok. Par contre, ce qui est certain, c'est que le vote en Belgique est toujours obligatoire, donc bloquez bien la date dans votre agenda. Effectivement. Alors... Mais c'est toute une organisation, oui, ces élections. Et là, justement, je voudrais dire qu'aux dernières élections, il y avait 11 000 bureaux de vote et 6 000 bureaux de dépouillement, ce qui fait, sachant qu'il faut un président, un secrétaire et 4 à 5 assesseurs par bureau, ça fait plus de 100 000 personnes, ce qui fait, c'est la raison pour laquelle nous connaissons tous quelqu'un qui qui est convoqué cette fois-ci. Pour être assesseur. Alors voilà. Comment est-ce qu'ils sont choisis, ces assesseurs? Comment sont-ils choisis? Eh bien, au niveau des communes, on dresse une liste, on fait une liste de gens qui sont éligibles à devenir assesseurs. Et là, donc, sur cette liste, on commence à convoquer les assesseurs. Alors, que faut-il être pour être assesseur? La loi ne précise rien de particulier. Il faut être un électeur, avoir 18 ans et en sachant lire et écrire. Ça aide quand même. Ça aide quand même, oui, ce jour-là. Donc, voilà. Donc, Est-ce qu'on est obligé, une fois qu'on est convoqué pour être assesseur, est-ce qu'on a le droit de refuser? En principe, on est obligé. C'est un devoir civique du citoyen. C'est une obligation légale. Mais évidemment, il y a une procédure si vous êtes empêché. Mais vous ne pourrez pas invoquer n'importe quelle raison. Oui, le barbecue chez ma sœur n'est pas suffisant comme excuse. Non, ok, d'accord. Non, vraiment pas. Il faudra que ce soit une raison sérieuse. Et il faut aussi contacter. Donc, vous êtes invité par courrier. Et sur ce courrier, il y a le nom de la personne que vous pouvez contacter en cas d'empêchement. Et donc, vous devez réagir en ayant les 48 heures.
Et il faudra que ce soit une raison valable. Pensons, vous devez travailler, ou vous avez des raisons médicales, ou encore vous étudiez parce que ici ça tombe en plein milieu des examens cette fois-ci. Effectivement. Mais donc une bonne raison. D'accord. Peut valoir. Et alors on décide au niveau du bureau du canton électoral si la raison est acceptée ou non. Si elle est suffisante. Et si elle n'est pas suffisante, il faudra quand même y aller. Bon, alors imaginons, on est convoqué, on accepte d'y aller, c'est une première. À quoi ressemble la journée d'un assesseur, ou comment on dit d'ailleurs au féminin? Une assesseuse? La grande question. Comment se passe la journée? Quelle est notre tâche en réalité? Tout d'abord, il faudra se lever tôt, parce qu'il faut être au bureau de vote à 7 h du matin. Un dimanche. Un dimanche, effectivement. Et le vote commence à 8 h. Donc, à 8 h, et vous devez rester jusqu'au bout. Donc, là où on vote sur papier, c'est jusqu'à 14 h. Là où on vote électroniquement, c'est jusqu'à 16 h. À Bruxelles, en région bruxelloise, tout le monde vote électroniquement. En région wallonne, tout le monde vote sur papier. D'accord. Donc, voilà. Donc, vous devez rester là tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'il fait un assesseur? Il y a plusieurs tâches dans un bureau. Premièrement, il faut réceptionner les cartes d'identité des électeurs, il faut recevoir les convocations, il faudra mettre après le cachet sur quand la personne a voté, il faut lui dire dans quel isoloir il doit se rendre, il faut lui donner la carte à puce ou le bulletin de vote, ce genre de choses. Et quand il reviendra, il faut lui dire ce qu'il doit en faire de cette carte à puce ou du bulletin de vote. Il faudra lui rendre sa carte d'identité et la convocation avec le cachet. Mais il y a d'autres tâches aussi, parce qu'il faudra aussi que on regarde au niveau des queues, des zones d'attente, si tout se passe bien, si tout... si les gens sont dans la bonne file aussi, oui. Il faudra aider les électeurs qui en ont besoin. Et donc, en tout, veiller au bon déroulement du vote ce jour-là. Alors, moi, quand je l'ai fait, ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie. C'était assez convivial. Il y a même l'un des assesseurs qui avait apporté des croissants pour tout le monde. Mais s'il n'y a personne qui apporte les croissants, est-ce qu'on a quand même droit à quelque chose en échange de notre acte de civisme? Est-ce qu'il y a une rémunération qui est prévue? Oui, il y a une toute petite rémunération de 25 € pour là où on vote sur papier et de 37,5 € pour là où on vote électroniquement, en tant qu'assesseur ou en tant que secrétaire du bureau de vote. D'accord, donc c'est quand même, on reçoit quand même un petit quelque chose généralement en aussi des boissons et quelque chose à manger sur le temps de midi. D'accord. Alors, bon, ça c'est l'option, tout se passe bien, on y va. Si finalement on décide, 7 heures au bureau de vote, je ne vais pas entendre mon réveil et ce sera un accident, est-ce qu'on risque d'encourir des sanctions? Oui, les sanctions sont lourdes et contrairement à ce qui se passe quand on ne va pas voter, ce qui est rarement en Belgique poursuivi, par contre, on poursuit, les dernières élections en tout cas, on a vraiment poursuivi les assesseurs qui ne sont pas allés. Et les sanctions sont lourdes parce que le juge peut vous condamner de 400 à 1600 € plus encore des frais de justice. Donc vraiment, c'est une sanction assez lourde. Bon, alors, moi, je vous conseille plutôt de vous mettre plutôt dans l'état d'esprit. Je vais passer une demi-journée assez conviviale à rencontrer les gens de mon quartier. Généralement, c'est plutôt ça qui se passe parce qu'une amende comme ça, je pense qu'on n'a pas non plus envie de l'avoir. Alors, moi, j'ai encore une question. Ma sœur a été convoquée systématiquement à chaque élection ces dernières années. Est-ce qu'à un moment donné, on peut dire ça suffit, on passe à quelqu'un d'autre? Pour le moment, non, mais il y a une nouveauté dans la législation, justement, à ce niveau-là. On a prévu, mais ça commence seulement à courir à partir des élections maintenant en 2024. Mais quand vous aurez été désigné et vous avez participé, bien sûr aussi en tant qu'assesseur au bureau de vote, après 2 fois, vous pourrez demander une dispense pour la 3e fois. D'accord. Bon, alors j'espère, je ne sais même pas, j'espère qu'elle n'a pas été convoquée cette année, mais sinon, à partir de la 2e, ce sera possible. Alors, une dernière question, parce que ces élections, en fait, amènent plein de nouveautés, il y a plein de nouvelles choses, par rapport aux jeunes, par exemple. Oui, les jeunes qui, pour la première fois, les 16-17 ans, devront aussi aller voter
mais uniquement pour les élections européennes. Européennes, ok. Oui. Mais donc, toutes ces infos, si jamais vous vous posez des questions, si vous avez le moindre doute sur quoi que ce soit, ou si vous avez besoin de plus de renseignements, j'imagine que tout ça se retrouve dans un dossier spécial Tout sur à le fait. site de Testachat. Un dossier élection et un dossier assesseur. Eh bien voilà, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous avez encore des questions sur le sujet. En tout cas, merci beaucoup Anne, merci d'être Avec venue. plaisir. Tu seras dans un bulletin, dans un bureau de vote pour être assesseur cette année? Moi non. Toi non? Ah ben voilà. Ouf. Bon, eh bien, merci beaucoup et à une prochaine fois. Alors, on continue. On a de chouettes sujets aujourd'hui à aborder. Nous allons maintenant accueillir sur ce plateau Nicolas Claes. Vous le connaissez déjà, c'est notre spécialiste épargne et placement. Bonjour Nicolas, avec toi, on va parler des réductions fiscales dont on pourrait bénéficier grâce à nos placements. Bonjour, bonjour. Bon alors, tout le monde le sait, hein. Cette année aussi, on devra remplir sa déclaration fiscale. Pour rappel, ça doit être rentré pour le 28 juin si vous remplissez le format papier ou pour le 15 juillet si vous utilisez la déclaration en mode digital, en ligne. Alors, personne n'aime payer ses impôts. Hein. Je crois qu'il n'y a personne qui le fait en se disant « Oh, mais ça, c'est vraiment la super activité du jour ». Mais par contre, il y a moyen de diminuer la facture. Entre autres, si on a suivi tes conseils des émissions précédentes et qu'on a, par exemple, investi en bourse. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui parce que tu m'as un peu fait miroiter des choses de nouveau en coulisses avant qu'on ne rentre dans le studio. On peut faire une économie qui va jusqu'à 1 250 €, c'est ça ? Oui, ça peut aller jusqu'à 1 250 €, voire même plus si on a des produits très spécifiques. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, on verra qu'on peut diminuer sa facture, enfin ses impôts de ce montant donc assez appréciable de 1 250 €. C'est toujours bienvenu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Ça dépend de ce dans quoi on a investi, évidemment. Donc, c'est ce qu'on va voir à travers les différentes questions. Donc, si on investit en épargne pension, par exemple, ou si on a des actions, si on a un compte épargne aussi, on va voir s'il faut déclarer ou pas ses intérêts. Donc, on va aborder tout ça. On va aborder ça. On va commencer avec le premier sujet que tu as déjà donné et suggéré. Ma banque, effectivement, me dit toujours, puisque j'ai une épargne pension, il me dit chaque année que j'ai droit à un avantage fiscal. Qu'est-ce que je dois faire pour y avoir droit, pour en bénéficier surtout. Oui, tout à fait. Alors, l'épargne pension, il faut savoir que c'est un des cadeaux fiscaux qui est le plus populaire en Belgique, puisqu'il y a plusieurs millions de personnes en Belgique qui ont une épargne pension, ou qui se constituent une épargne pension. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une épargne pension, eh bien, alors, il y a soit un fonds d'épargne pension qu'on achète et qui investit en bourse, donc là, il y a du risque, ou alors il y a la version pas risquée, où le capital est garanti, qui est l'assurance épargne pension. Et chaque année, on peut placer un certain montant qui est plafonné dans cette épargne pension. Donc, l'année dernière, c'était par exemple 980 € au maximum. On peut mettre moins, évidemment. Hein. Mais on pouvait mettre jusqu'à 980 €, voire même un peu plus, ça j'y reviendrai. Et sur ces 990 €, c'est pas 980, c'est 990 €. Petite nuance. Oui. Et donc, sur ces 990 €, on peut récupérer 30% du montant investi. Donc, celui qui a placé le maximum de 990 €, il a pu récupérer il pourra récupérer 297 € d'impôts. D'accord. Alors, il y a possibilité, depuis quelques années, de verser un peu plus. On peut verser jusqu'à 1 270 €. Et dans ce cas-là, la réduction est ramenée à 25%. Et ça donne donc un avantage fiscal de 317,50 € pour être tout à fait précis. En principe, il n'y a rien à faire parce que le fisc connaît déjà ses montants. Ta banque lui a communiqué l'information, il a inscrit ça donc dans son logiciel et donc tu ne dois plus déclarer, ce montant. Quand même vérifier, et ça c'est au code 1361 de ta déclaration fiscale. 1361, donc il faut aller vérifier. Ou 2361, c'est en vis-à-vis. D'accord. Si on est deux, par exemple, oui. Donc il y a un code pour chacun. Et il faut bien vérifier que le bon montant a été indiqué et il n'y a plus rien d'autre à faire. Oui, donc les trucs automatiques, c'est bien, mais il faut quand même toujours bien relire. Toujours vérifier, toujours vérifier, parce que, il peut y avoir des erreurs. Tout à fait, donc les déclarations fiscales sont de plus en plus pré-remplies. Et de ce fait-là, on pourrait avoir tendance à penser « ça va, le travail est fait ». Non, il faut quand même vérifier parce qu'on a la responsabilité. Alors, ça peut être à son désavantage, auquel cas on paie trop d'impôts, mais ça peut être aussi à ton avantage, auquel cas le fisc peut se retourner
contre toi après en disant « Ah, mais vous n'avez pas vérifié l'exactitude des montants renseignés, et donc il y a une pénalité fiscale. » Donc, il faut être très prudent par rapport à ça. Donc, même si c'est automatisé, de plus en plus automatisé, il faut pas s'y fier, il faut quand même bien vérifier, bien relire et contrôler les montants. Et bien garder ces documents, tout à fait. Alors, il y a un deuxième volet aussi, hein. Donc c'est la réduction d'impôt de 30% pour l'assurance vie individuelle, donc qui permet d'investir. Alors là, ça dépend des revenus, mais ça permet d'investir jusqu'à 2 350 € par an. Alors c'est un avantage qui rentre en concurrence avec certains emprunts hypothécaires qu'on a pu avoir dans le passé et qui sont encore en cours aujourd'hui. Donc tout dépend vraiment d'une personne à l'autre, mais il faut savoir que dans le meilleur des cas, pour les plus chanceux, ils peuvent y investir jusqu'à 2 350 € par an et bénéficier d'une réduction d'impôt de 30% aussi. Et là, on arrive à un montant qu'on peut déduire de 705 €. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et qui peut s'ajouter à la somme précédente. Et qui peut s'ajouter à la somme précédente. Donc l'épargne pension, et là, mon message, c'est pour tous ceux qui commencent à investir, d'abord envisager les formules d'épargne pension, d'assurance vie, parce qu'il y a cet avantage fiscal. La seule contrepartie, c'est que l'argent est bloqué jusqu'à 60 ans. Oui. On peut retirer avant, mais alors il y a une lourde pénalité fiscale. Oui, bien sûr. Ok, alors ça c'est le premier aspect. Imaginons que j'ai perçu des dividendes l'année dernière. Là aussi, j'ai droit à un avantage fiscal ? Alors oui, depuis quelques années. Alors d'abord un petit rappel, le dividende, qu'est-ce que c'est ? C'est la partie du bénéfice d'une entreprise qu'elle verse à ses actionnaires, donc sous forme liquide généralement. En Belgique, les dividendes sont taxés à 30%. Donc si l'entreprise te paie un dividende de 100 €, en réalité, tu recevras 70 € en net. La taxe, donc, qu'on appelle le précompte mobilier belge, il est retenu d'office à la source, donc tu ne dois plus t'en occuper, tu ne dois plus rien déclarer. Mais comme je disais, il y a possibilité maintenant de le récupérer via sa déclaration fiscale. Et on peut le faire jusqu'à pour les 800 premiers € de dividendes qu'on touche. Donc pour beaucoup de gens, c'est déjà une belle somme. Il n'y a peut-être même pas cette somme-là. Mais pour ceux qui investissent en actions, c'est bon à prendre. Donc 800 € de dividendes pour lesquels donc, on peut récupérer le précompte de 30%. Donc ça fait un avantage fiscal de 240 € au maximum qu'on peut avoir grâce à ces investissements. Alors ce n'est pas tous les dividendes qui sont éligibles. On parle bien des dividendes d'actions, actions individuelles, donc des actions comme Solvay, comme Ahold Delhaize, enfin toutes les entreprises comme ça, ou de coopératives comme Serra, comme Crélan, comme Alterfin, ceux-là sont éligibles. Par contre, les dividendes que tu reçois de tes fonds de placement ou des ETF dans lesquels tu investis en bourse, là, ils ne sont pas éligibles. Les intérêts de ton compte à terme, de ton bon de caisse, ou bien les intérêts, d'une obligation, ils n'entrent pas en compte non plus pour la déduction fiscale. Alors, il y a un petit travail à faire quand même, c'est assez fastidieux, évidemment, sinon ce serait trop facile. Mais oui, j'allais dire, et donc, ça ne serait pas la Belgique non plus. Oui, c'est ça, donc ça demande un peu de temps, mais bon, voilà, tout dépend du temps qu'on va consacrer pour récupérer ces 240 €. Première chose, c'est rassembler tous les bordereaux, tous les extraits de compte qu'on a reçus l'année précédente et qui mentionnent ces dividendes. Ça, c'est la preuve qu'on a bien reçu ces dividendes. Ensuite, sur ces bordereaux, il faut retrouver deux montants. C'est le montant de précompte belge qu'on a payé, parce que c'est ce montant-là qu'il faudra déclarer, et aussi le dividende brut auquel il correspond, parce que pour rappel, on peut aller jusqu'à 800 € de dividendes. Donc il faut additionner les montants de précompte qu'on veut récupérer, tout en veillant à ne pas dépasser ce montant de 800 € de dividendes. Donc il y a une petite gymnastique mentale à faire, il faut le faire sur papier, c'est plus facile. Et une fois qu'on a ces deux montants, voilà, on les déclare au code 1400, le précompte, on déclare le précompte qu'on veut récupérer au code 1437 ou 2437 de la déclaration fiscale. D'accord. Alors, il y a parfois des actions étrangères qu'on a, une action française par exemple, une action hollandaise. Là, le dividende dont il faut tenir compte pour calculer les 800 €, ce n'est pas le dividende brut, mais c'est le dividende brut moins la retenue à la source étrangère. D'accord. Donc avant le précompte belge, mais après la retenue à la source étrangère. J'ai l'impression que la plupart des gens vont revoir cette séquence en faisant des pauses, en prenant des notes, en passant au ralenti, parce qu'il y a tellement d'informations, c'est difficile de vraiment tout retenir. Ou alors ils peuvent lire l'article qu'on a publié sur notre site internet, sur le site de Test Achat Invest, c'est une très bonne idée. Tout est très bien repris et détaillé. Mais enfin bon, c'est quand même un plaisir de t'avoir sur le plateau, donc on va en profiter, et on va en profiter jusqu'au bout. Imaginons que j'ai ouvert un compte auprès d'un courtier qui n'est pas en Belgique. Est-ce que je dois déclarer ça ?
Alors oui, c'est conseillé parce qu'en fait, c'est même obligatoire en fait. De toute façon, il faut le faire parce que les pays, en tout cas en Europe, pratiquent ce qu'on appelle l'échange d'informations. Donc si tu ouvres un compte qui est géré en fait par une institution étrangère, cette institution va déclarer l'existence de ce compte aux autorités de son pays, qui lui-même va communiquer au fisc belge. Et donc, le fisc saura de toute façon que tu auras ce compte à l'étranger. Alors, ouvrir un compte à l'étranger, ça ne veut pas dire que tu te rends à l'étranger pour ouvrir un compte. Non, ce sont des acteurs étrangers qui proposent, via Internet souvent, donc d'ouvrir un compte à des clients belges. Donc, ça se fait, le site est en français ou en néerlandais pour la Belgique. Et donc, on peut l'ouvrir depuis chez soi. La seule chose, c'est que la société n'est pas établie en Belgique. Ce n'est pas illégal, on a le droit tout à fait de faire ça, pour autant qu'on le déclare. Oui. Alors, il y a deux choses importantes. La première chose, c'est qu'une fois que tu as ouvert ton compte, il faut le déclarer au point de contact central de la Banque nationale de Belgique. Alors, je ne vais pas donner l'adresse Internet ici. Il suffit de taper dans Google « point de contact central de la Banque nationale de Belgique » et on arrivera sur un lien qui permettra d'accéder au formulaire, qui permettra lui-même donc de remplir les données nécessaires pour qu'on puisse identifier ce compte. C'est fastidieux. On se demande même pourquoi ça existe encore, mais c'est obligatoire. Oui. Il vaut mieux le faire parce qu'il peut y avoir un risque de sanction à la clé. Enfin bref, faut pas c'est être dommage parce que par rapport à puisqu'ils sont au courant, pourquoi est-ce qu'on doit le déclarer? Ça devrait être automatique Exactement. Et qu'on n'ait qu'à vérifier si c'est bien correct. Alors c'est parce qu'évidemment l'échange d'informations, ça s'est mis en place progressivement, donc c'est sans doute pas encore parfait. Donc ils veulent s'assurer que tout le monde déclare ses comptes. Mais effectivement, à un moment donné, il faudra se poser la question pourquoi mettre autant de freins à l'ouverture de ces comptes à l'étranger? Parce que c'est un frein au moins psychologique pour la plupart des gens, alors qu'il y a des acteurs étrangers qui proposent de bonnes conditions. Alors la deuxième chose, c'est pas fini. Chaque année dans sa déclaration fiscale, et là il faut le faire au code 1076 de ta déclaration fiscale, il faut dire que oui, j'ai un compte à l'étranger, donc j'ai un compte en France par exemple, ou en Allemagne, aux Pays-Bas, et ça c'est obligatoire aussi. Et dernière chose, c'est que ces acteurs étrangers, généralement, ils ne prélèvent pas toutes les taxes auxquelles on est soumise. Donc si par exemple tu perçois des intérêts, ou des dividendes, au-delà des 800 € dont on parlait tout à l'heure. Donc si tu perçois des intérêts ou des dividendes, généralement, ces acteurs étrangers ne retiennent pas le précompte mobilier belge de 30%. Et donc c'est à toi de déclarer ces revenus dans ta déclaration d'impôt pour ne pas avoir de blague. Et là, c'est au code 1444-2444. D'accord. C'est noté. Vous avez noté, je compte sur vous. Ouais. Bien. Alors, revenons à quelque chose que la plupart des Belges ont probablement. Est-ce que je dois déclarer les intérêts de mon compte épargne ? Alors non, s'il s'agit d'un compte d'épargne réglementé. Donc c'est la plupart des comptes d'épargne qui sont offerts en Belgique. Un compte d'épargne réglementé, comme on le reconnaît, c'est un compte qui offre un taux de base et une prime de fidélité. Voilà, ça suffit généralement à la définition, grosso modo, du compte d'épargne réglementé. Donc les intérêts ne sont pas soumis au précompte mobilier de 30% habituel. Heureusement, parce que dans d'autres capsules, on a vu à quel point ils rapportaient vraiment pas grand-chose. Donc si en plus... Si en plus ils sont imposés, voilà. ça rapportera vraiment plus grand-chose du tout. Attention toutefois, parce que l'exonération d'impôt vaut pour la première tranche de 980 € d'intérêt. Donc l'année passée, c'était 980 €. Alors évidemment, arriver à 980 € d'intérêt, ça veut dire qu'on dispose déjà d'un certain capital. Quand les taux étaient très faibles, il y a quelques années, il fallait presque posséder 1 million d'euros en compte pour dépasser ce plafond, donc quasiment personne n'y arrivait. Aujourd'hui, les taux ont quand même remonté. Ça ne rapporte pas beaucoup, mais il y a quand même des comptes qui rapportent 2 voire 3%. Alors, je vais prendre l'exemple d'un compte qui aurait rapporté 2% l'année dernière. Tu atteins ce plafond de 980 € à partir de 50 000 € d'épargne. Donc, il y a des gens qui ont au moins mis 50 000 € d'épargne sur leur compte d'épargne. Alors, si tu as mis ça sur un seul compte, si tout ton épargne est sur un seul compte, eh bien c'est la banque qui va s'occuper de prélever la taxe au-delà des 980 € d'intérêt. Et là, c'est un précompte donc libératoire, tu vas plus le déclarer, de pas 30%, mais de 15%. Donc il y a un petit avantage fiscal quand même. Mais par contre, si tu as dispatché ton épargne sur différents comptes dans différentes banques, eh bien, et que tu n'atteins jamais ce plafond de 980 €, ta banque ne connaît pas forcément l'épargne que tu as ailleurs, donc elle ne va pas appliquer le précompte. Donc c'est à toi d'additionner l'ensemble des intérêts que tu as perçus en 2023 et de voir si ça dépasse 980 €. Si ça dépasse 980 €, tu dois déclarer le surplus dans ta déclaration fiscale. Et ça se fait au code 1151 ou 2151 de la déclaration. Alors c'est un plafond par personne. Donc pour les gens qui sont mariés ou qui ont un compte au nom de 2 personnes, ou les gens qui sont mariés sous le régime légal ou de la communauté des biens, ou sans contrat de mariage, ce montant c'est x2. D'accord.
Alors, il y a aussi un dernier aspect, c'est si tu as des enfants qui sont encore mineurs et qui ont un compte d'épargne, ça arrive souvent, perçoivent des intérêts, tu es censé aussi reprendre leurs intérêts sous tes propres intérêts. Donc ça concourt au plafond de 980 € d'intérêt. Si les enfants sont majeurs, c'est leur propre déclaration. Ok, d'accord. Bon. Voilà, je crois que j'étais complet. Je pense qu'on a fait le tour de cet aspect-là de la question. Alors, une autre question, un autre volet, plus moderne et contemporain, pour ceux et celles qui investissent en crypto-monnaie et qui gagnent, parce que c'est pas toujours le cas, mais celles et ceux qui ont des gains, est-ce qu'ils doivent les déclarer aussi? Alors, ça dépend. Ça dépend. Oui, c'est jamais simple. Ça va être facile, ça, encore une fois. Facile. Et comme c'est une nouvelle matière, les lignes ne sont pas encore très claires, à vrai dire. En fait, il y a deux façons de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. C'est soit on a reçu, via ce qu'on appelle du stacking, c'est assez technique, mais des sortes d'intérêts, en fait, parce qu'on a bloqué ces crypto-monnaies pendant un certain laps de temps. Et donc, on reçoit une forme d'intérêt. Ces intérêts-là, de toute façon, il faut les déclarer. C'est au cadre 7 de la déclaration, au code 1444-2444, et ils sont imposés à 30%. Et puis, mais ça c'est la partie la plus simple, on va dire, mais bon, il faut garder ses preuves, bien garder ses preuves sur le côté. Et donc ces extraits de compte. Pour le reste, l'essentiel des gains, ce sont quand même les plus-values qu'on peut faire. Donc on a surtout que ces derniers temps, le Bitcoin, par exemple, a explosé. Il a encore gagné 30% la semaine dernière. Donc c'est beaucoup. Donc il y a des gens qui vont être tentés, alors que ça a bien remonté ces derniers temps, de prendre leurs bénéfices. Alors est-ce que la plus-value est imposable ou pas? Mais là, ça dépend. Et il y a 3 cas de figure. La plupart des gens, je veux dire, agissent, comme on dit, en bon père de famille, c'est-à-dire qu'ils investissent sporadiquement dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies. Pour ces gens-là, il n'y a pas de problème. Alors la définition de père de famille est justement assez vague, mais en gros, c'est des montants qui ne représentent qu'une petite partie de ton patrimoine global. Tu ne fais pas des transactions tous les jours, mais 1 ou 2 fois par an ou quelques fois par an. Mais voilà, donc ça ne constitue pas une activité à part entière, c'est vraiment une gestion de portefeuille sur le côté. Ça n'est pas un revenu principal. Dans ce cas-là, tu ne dois rien déclarer. Maintenant, si tu investis souvent en crypto-monnaie, si tu recours à des softwares de trading pour améliorer tes performances ou investir de façon plus précise, si tu investis de gros montants, le fisc va commencer à se poser des questions et va dire « Ah, mais là, ça tombe en fait sous les revenus divers, c'est un profit plus spéculatif, et donc là, tu vas être imposé à 33%. Et donc, tu dois déclarer à ce moment-là tes plus-values à la partie 2 de ta déclaration fiscale, au cadre 15 sous les revenus divers, et c'est le code 1440-2440. Alors, tu dois déclarer tes gains, mais tu peux déduire aussi les éventuelles moins-values que tu as faites au cours des 5 dernières années. Éventuellement aussi les frais, si tu as eu des frais. D'accord. Et enfin, il y a le volet encore plus spécifique, si on te considère comme un investisseur professionnel. Là, tu fais vraiment des transactions très fréquentes. Tu fais du minage, tu recours à des emprunts, même tu utilises des moyens professionnels pour investir dans le Bitcoin ou dans les crypto-monnaies. Alors tu seras soumis, les gains seront soumis à l'impôt progressif sur le revenu. Et là, ça peut atteindre 50%, plus les centimes additionnels, plus les cotisations sociales. Donc un dernier conseil par rapport à ceux qui investissent en crypto-monnaie, pour éviter 2 choses. La première, c'est que le fisc reconsidère ton statut, qui ne considère pas que tu sois bon père ou bonne mère de famille, mais et qui considère que tu es un investisseur actif, donc imposable. Garde bien tes bordereaux auprès de toi, comme ça tu peux prouver ce que ça représente vraiment comme activité. Et deuxième chose, c'est par rapport à ta banque aussi. On sait qu'il y a parfois des difficultés à rapatrier l'argent qu'ils ont gagné grâce aux crypto-monnaies dans leur propre banque, parce que la banque met en avant des raisons de blanchiment, où elle se méfie un peu de la provenance des fonds. Elle ne comprend pas pourquoi tout à coup on ramène beaucoup d'argent. Donc il faut bien garder les preuves pour prouver que non, ce n'est pas du blanchiment, que c'est simplement un investissement en crypto-monnaie. Et de manière, peu importe ce qu'on fait, tout ce qu'on déclare, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, on a intérêt à garder des preuves, on a intérêt à garder des preuves en plus papier qui vont pas disparaître. Oui, évidemment, oui. Je pense aux imprimantes thermiques où tout à coup les preuves qu'on avait gardées n'existent plus. Non, mais voilà, gardez bien tout, scannez bien tout. Et le fisc peut aussi réclamer ces documents pour toutes les déductions qu'on demande. Le fisc peut demander les preuves, et donc il faut pouvoir le fournir quand il le demande. Oui, donc il faut bien garder tout ça bien rangé. Ça demande pas mal d'organisation. Si jamais vous avez encore des questions, si jamais il y a des choses qui n'étaient pas claires, une fois que vous avez fait le tour de tout ce qui était abordé dans le dossier spécial déclaration fiscale sur le site de Test Achat, il y a un numéro de téléphone. Oui. C'est ta ligne directe.
C'est pas ma ligne directe, non. Non, je ne réponds pas personnellement. Mais bon, c'est le seul numéro de téléphone du service qui pourra vous répondre par rapport à ces questions fiscales. C'est le 02 542 33 96 542 33 96. Et puis, Testachat, qui n'est pas à court de bonnes idées pour nous aider toutes et tous, Testachat a développé un logiciel qui peut vous aider à remplir votre déclaration fiscale et vous pouvez commander ce logiciel via le site testachat.be/multitax. Et multitax, ça s'écrit M-U-L-T-I-T-A-X, donc pas de E à la fin, multitax. Comme ça, avec un X derrière. Voilà, donc vous allez voir ça et vous allez normalement, en tout cas je l'espère, avoir la réponse à la plupart de vos questions. Sinon, on a toujours la possibilité de poser nos questions, d'adresser nos questions directement à l'administration fiscale pour leur demander... Aussi, oui, ils sont disponibles jusqu'au 28 juin ou 30 juin, je pense. Alors, un petit conseil d'expérience, plus vous attendez, plus vous serez nombreux à avoir besoin d'un conseil et donc moins ils seront disponibles. Ne tardez donc pas, faites pas comme moi. Merci beaucoup Nicolas. Merci, au revoir. Mais à très bientôt, j'espère, pour un nouveau sujet investissement. Oui. Merci. Au revoir. Alors... le prochain sujet, nous allons maintenant accueillir, une fois de plus, Véronique Demierbe, que vous connaissez déjà. Véronique Demierbe, c'est notre spécialiste santé et alimentation. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler pâtes. Oui. Parce que c'est quand même bon les pâtes. Oui. Mais est-ce que les pâtes font grossir? C'est la grande question de cette thématique du jour. Est-ce qu'elles font grossir de manière générale? Est-ce qu'on a une réponse tranchée à cette question-là? Oui, quand même. Donc en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les pâtes en elles-mêmes ne font pas grossir. C'est plutôt la taille de la portion qu'on va consommer et aussi ce qu'on va mettre dessus. Donc le type de sauce et si on met beaucoup de fromage ou non. En fait, les pâtes sont des féculents comme les autres, et donc c'est une source d'énergie importante pour notre corps. On en a besoin pour fonctionner correctement. Il faut savoir aussi de façon générale que dès le moment où on ne consomme pas plus de calories que ce qu'on en dépense sur la journée, on ne va pas grossir, que les calories viennent des pâtes ou non. Si maintenant vous avez peur de prendre du poids ou que vous souhaitez tout simplement perdre du poids ou être en bonne santé, on peut aussi penser à certaines choses comme remplacer les pâtes blanches par des pâtes complètes qui contiennent plus de fibres. On peut aussi prendre des pâtes aux lentilles ou des pâtes aux noix. Bon, le goût est un peu particulier. Aux noix, donc... ça j'ai jamais essayé encore. Au pois, pardon. Au pois, oui. Qui contiennent aussi plus de fibres, mais aussi plus de protéines. Et donc l'avantage, c'est qu'on va se sentir rassasié plus rapidement et pour plus longtemps. On cuit évidemment ces pâtes al dente. C'est l'idéal. On opte pour des sauces faites maison, tomates avec plein de légumes. On évite la grosse portion de fromage, évidemment, ça c'est logique. Et aussi, on évite de manger du pain avec ces pâtes. Ça, certaines personnes le font pour tremper dans la sauce. D'accord. On mange au calme, posé. Et pour ceux qui ont tout le temps faim ou qui ont vraiment la sensation d'être jamais rassasiés, on peut prendre une soupe ou une salade en entrée. Ça va déjà couper la première sensation de faim. Et éviter qu'on se resserve une deuxième platée de pâtes. Les pâtes, ouais. Alors, je ne sais pas si on a une réponse claire à ça, mais tu parles d'associer avec une sauce maison avec des légumes pour ceux qui mangent de la viande. Est-ce que l'association viande-pâte, ça fonctionne, c'est bien? Ou c'est un autre débat qu'on aura un autre jour? Oui, on peut mettre évidemment de la viande. C'est un plat composé, enfin c'est un plat unique, donc en fait on peut mettre évidemment des sources de protéines, des féculents et des légumes. D'accord. Le plus important, c'est qu'il y ait des légumes surtout. Oui, d'accord. Alors maintenant, la question que je te pose à peu près sur toutes les thématiques alimentation, est-ce qu'on peut en manger tous les jours? Alors, je vais te faire plaisir parce qu'en théorie, oui. C'est rare que tu me répondes, positivement. Donc, en théorie, oui, on peut en manger tous les jours. Maintenant, en pratique, il vaut mieux quand même varier son alimentation de façon générale et du coup, varier aussi ses sources de féculents. D'accord. Et donc, on pense aussi aux pommes de terre qui ne font pas grossir non plus. On pense aussi au riz, avoine, quinoa, boulgour. Enfin, il y en a plein. Donc, franchement, on peut varier. Et donc, en fait, on va varier son alimentation et manger sainement et équilibré pour pouvoir assurer à notre corps d'avoir tous les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Donc, en fait, c'est important de varier. Et aussi, le fait de manger comme ça, donc sainement, équilibré et varié, va permettre de prévenir le risque de développer certaines maladies comme l'obésité, le diabète, maladies cardiovasculaires ou même certaines formes de cancer. Ah oui.
Carrément. Donc ça a un intérêt. Ça a vraiment un intérêt. Alors, il y a pas mal d'offres dans les supermarchés, dans les magasins, de pâtes farcies avec plein de bonnes choses. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une solution saine? L'aspect sain des pâtes farcies va dépendre de plusieurs choses. Déjà, du type de farce qui sera utilisé. Donc dans le supermarché, on en retrouve toutes sortes. On en trouve au fromage, à différentes viandes, aux poissons, aux légumes aussi. Au niveau nutritionnel, c'est vrai qu'il y a des différences par catégorie. Donc, par exemple, pour les pâtes fourrées au fromage, généralement, c'est les moins intéressantes, vu qu'elles sont plus grasses et elles contiennent plus d'acides gras saturés, qui sont en fait les mauvaises graisses. Au niveau des pâtes farcies au poisson, donc là, en général aussi, c'est plus gras, mais tout simplement parce que souvent, le poisson utilisé est un poisson gras, donc le saumon. Et sinon, le plus intéressant reste quand même les pâtes fourrées farcies aux légumes. Parce qu'elles sont moins grasses et généralement plus riches en fibres par rapport aux autres catégories. Alors je dis toujours généralement, parce que vraiment d'une marque à l'autre, il y a de très grosses différences. Rien que par rapport au niveau du sel, on peut passer facilement de 0,5 g de sel par 100 g à 5 fois plus. Ah oui, quand même. Oui, et donc on se retrouve à manger un plat de pâtes qui contient en fait 2,5 g de sel, ce qui représente une demi-cuillère à café. Ce qui en fait est beaucoup. Oui, qu'on ne mettrait pas soi-même dans la casserole. Non, jamais. Et surtout qu'en plus, quand on réchauffe ses pâtes, on rajoute un peu de sel. Aussi, voilà, c'est ça. Et donc au final, en fait, on se retrouve à dépasser les recommandations de l'OMS sur la journée qui sont de 5 grammes, donc c'est une cuillère. D'accord. Bon, mais alors comment, puisque tu dis ça dépend lesquels, ça dépend quelle marque, ça dépend quel produit, c'est quoi le guide qui permet de faire le bon choix, de choisir les pâtes les plus saines et éventuellement les pâtes farcies les plus saines? Oui. J'allais dire aussi par rapport à l'autre question, mais bon, ça rejoint. Ça se rejoint. Ça se rejoint. Ce qui est important aussi pour l'aspect sain des pâtes farcies, c'est de regarder la composition du produit. Donc au niveau additifs et ingrédients ultra transformés, parce qu'en fait souvent les pâtes fourrées, les pâtes farcies qu'on retrouve dans les supermarchés contiennent des additifs et des ingrédients ultra transformés. D'ailleurs, justement, on a analysé l'étiquette de 115 produits et en fait, seuls 10 produits sur les 115 ne contenaient pas d'additifs et pas d'ingrédients ultra transformés. D'accord, donc il faut vraiment bien regarder. Voilà. Et à l'inverse, on a trouvé un produit qui en contenait jusqu'à 18. Donc, sympa. C'est énorme. Toute cette liste se retrouve bien entendu sur le site de Testachat, j'imagine. Oui, tout à fait. Et donc par rapport au choix, donc comment choisir, déjà vous pouvez justement aller voir notre comparateur sur le site. Sinon, vous pouvez aussi regarder le Nutri-Score, qui est un bon indicateur. Donc ça permet de faire des choix éclairés. Maintenant, il faut savoir que le Nutri-Score ne tient pas compte de la taille des portions, des additifs et des ingrédients ultra transformés. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux aussi lire la liste des ingrédients et prendre un produit qui contient des aliments qu'on connaît en fait. Et donc la plus courte et compréhensible possible. De façon générale, les pâtes farcies aux légumes sont plus intéressantes, vu que comme je le disais, elles sont moins grasses et contiennent un peu plus de fibres. Et bien regardez la teneur en sel aussi. D'accord. Et donc on opte pour le moins salé. Donc la liste la plus courte et le moins de sel possible. Voilà. Et en fait, sur notre site, vous pouvez trouver donc le comparateur qui compare les 115 produits. Donc pour faire l'analyse de ces produits, en fait, on a tenu compte de la valeur nutritionnelle des aliments, enfin des produits, et on a tenu compte aussi du Nutri-Score, de la taille des portions, de la présence des additifs et de leur sécurité, et aussi de la présence des ingrédients ultra transformés. D'accord. Donc ça fait déjà pas mal. Ça permet de faire un bon choix. Un excellent choix. Alors moi, je pense que je vais clôturer en reprenant quelque chose que tu as dit un peu plus tôt, parce que finalement, le meilleur moyen aussi pour qu'un repas nous profite sans nous faire grossir et qui soit bon pour nous, c'est aussi de manger à son aise, de manger assis, de vraiment prendre le temps pour profiter de ce qu'on mange et de ne pas enfourner vite sur un coin de table notre plat ou en marchant, parce que finalement c'est comme ça, le corps ne sait pas quoi en faire et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir le plus de problèmes. Exactement. Merci beaucoup Véronique. Merci à toi. Et à bientôt j'espère. Oui, au revoir. Au revoir. Allez, on arrive au dernier sujet de notre émission et là, je vais accueillir Lisa Mailleux qui va nous parler de la grande action de Testachat. Testachat porte plainte contre Temu, le site de vente en ligne. Bonjour Lisa.
Bonjour et bienvenue. Alors, je te propose de descendre un peu le micro parce que par rapport à Véronique, on a une petite différence de taille. Voilà, comme ça. Encore un tout petit peu peut-être. Voilà. C'est bien comme ça, me dit-on en régie. Oui, on me valide la position du micro. Bienvenue sur le plateau. Hello. Alors, Temu, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est d'abord ? Alors, Temu, on les a beaucoup vus ces derniers temps, donc je pense que l'audience voit un peu de quoi on parle. Donc, c'est une fameuse place de marché en ligne. C'est le terme exact dans le sens où c'est une plateforme qui va mettre en lien directement les vendeurs et les consommateurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont chercher un produit et directement, le produit va être envoyé des usines aux consommateurs directement. Et Temu, c'est très récent, en fait, le fait qu'ils soient ici en Europe. Ils se sont lancés sur le marché européen début 2023, donc ça fait à peine plus d'un an. Et ils regroupent déjà plus de 75 millions d'utilisateurs mensuels au sein de l'Union européenne. Donc c'est vraiment énorme. Et donc ils deviennent des concurrents directs, par exemple d'Amazon et d'eBay. Et ils fonctionnent à la manière d'autres marketplaces qu'on connaît, comme par exemple Shein ou AliExpress. Donc comme je le disais, de l'usine au consommateur directement. D'accord. Et c'est quoi le problème ? Pourquoi est-ce que Testachat porte plainte contre Temu ? Donc, il y a beaucoup de problèmes chez Temu. On a pu en entendre parler dans l'actualité, etc. Et ici, Testachat et 17 autres organisations de consommateurs au sein de l'Union européenne, donc sous la coupole du BEUC, on a porté plainte pour 2 points principaux. Donc, premièrement, c'est au niveau de la sécurité. Donc, ça, on va en parler. Et après, c'est au niveau du respect du DSA. Donc, c'est une réglementation particulière assez récente par rapport aux plateformes en ligne, aux plateformes de vente en ligne, etc., etc. Et donc, par rapport à la sécurité, tout d'abord, donc là, c'est vraiment par rapport à la sécurité du produit pour le consommateur. Donc, c'est-à-dire que sur tous les produits qu'on a testés, on s'est rendu compte qu'il y avait une non-conformité par rapport aux exigences européennes de sécurité. Donc, c'est vraiment au minimum une infraction, mais il peut y en avoir plusieurs. C'est aussi, par exemple, quand on ne retrouve pas le petit label CE qu'on connaît et qui est obligatoire pour tous les produits qui sont vendus au sein de l'Union européenne. Et là, soit on ne le retrouve pas, soit une contrefaçon, dans la plupart des cas. Donc voilà, déjà là, il y a un problème. Et donc, ce petit label-là, il permet de s'assurer que le produit répond aux exigences européennes, autant au niveau de la sécurité que de la santé, que de la protection de l'environnement. Pour revenir à Temu en particulier, donc ce qu'on s'est rendu compte au niveau de la sécurité, c'est que par exemple, donc, il y a beaucoup de produits qui sont mis en vente. Ce qu'on peut voir, c'est par exemple pour des jouets pour enfants. Oui. Là, la sécurité, les problèmes de sécurité, qu'est-ce que c'est ? C'est que c'est des toutes petites pièces détachables qui peuvent être avalées par les enfants, qui peuvent mener à la suffocation, qui sont très dangereuses. Ou des produits utilisés qui ne sont pas conformes pour les enfants. Oui, vraiment. Parce qu'on peut tout retrouver sur Temu, autant vraiment des jouets que des produits nettoyants, que de la cosmétique, que des vêtements, il y a un tas de choses. Donc pour revenir à la sécurité, par exemple, on a aussi testé des casques de protection pour le vélo, la moto, etc. Et là, c'est les jugulaires qui ne sont pas adaptés, ou vraiment ça fait peur, en fait. Le mousse de protection qui n'est pas suffisamment épais, qui est dangereux. Bref, toutes des choses comme ça. On a aussi testé des produits cosmétiques. Et là, ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans la plupart des cas, il n'y a pas de liste d'ingrédients disponibles. Donc ça, ça respecte pas toutes les exigences au niveau de l'Union européenne. Et surtout, c'est super grave dans le sens où ça ne permet pas de contrôler qu'il n'y ait pas de produits qui sont interdits et qui sont peut-être particulièrement dangereux toxiques, pour certaines personnes, qui peuvent être vraiment nocifs pour la santé. C'est vrai qu'on commence heureusement enfin à avoir conscience qu'on ne peut pas utiliser tout et n'importe quoi. Et que c'est vrai que souvent on se dit que si on ne donne pas la liste des ingrédients, c'est probablement qu'on a des choses à cacher. Voilà. Et tu disais qu'il y avait un autre volet ? C'est ça. Donc l'autre volet de la plainte, c'est vraiment par rapport au DSA. Le DSA, c'est une nouvelle réglementation européenne qui est assez récente également, dans le sens où elle est applicable au site de vente en ligne depuis février 2024, donc c'est très récent, et ça va imposer un tas de nouvelles obligations pour ces plateformes-là. Donc l'idée principale de cette réglementation-là, c'est que tout ce qui est illégal dans la vraie vie devrait être illégal en ligne également. Ça semble tomber sous le sens. Bien sûr, sauf que donc là, vraiment l'idée du DSA, c'est génial, on est très contents, mais ça impose un tas d'obligations, et donc par exemple de traçabilité du vendeur, qu'on puisse signaler les vendeurs frauduleux, les arnaques, et que la plateforme fasse en sorte de les recenser, d'éviter les récidives, de contrôler l'identité des vendeurs. Ça touche aussi à la publicité trompeuse. Il y a plein de choses, aux images en ligne, au marketing pour les enfants. Il y a un tas de sujets qui sont réglés dans cette réglementation-là.
Et donc, par rapport à Temu, il y a pas mal de problèmes aussi. Et nous, on a vraiment déterminé qu'il y avait beaucoup de violations de cette réglementation-là. Donc, par exemple, il y a beaucoup de choses, mais cette question de la traçabilité des vendeurs. Comme je le disais juste avant, Temu, c'est une marketplace, donc c'est censé relier le consommateur au vendeur. Sauf qu'en fait, sous le pseudo de ce vendeur-là, on ne sait pas quelle entreprise se cache, quelle usine est derrière, et donc on ne peut pas vérifier si les exigences européennes sont respectées. Ni même si cette usine existe en réalité. Il y a voilà, vraiment tout un tas de choses comme ça. Deuxièmement, c'est vraiment les techniques marketing qui sont utilisées par Temu. Donc ça, je pense que beaucoup de gens en ont été victimes d'une manière ou d'une autre, parce que ça, on en a beaucoup parlé dans la presse dernièrement, dans le sens où Temu, ils mettent en œuvre un marketing très agressif. Il vous pousse à télécharger une application, il vous pousse vraiment à consommer, dans le sens où il y a des espèces de roulottes de casino pour gagner des bons, pour gagner des moyens de consommer le plus possible. Les prix il y a toujours un minuteur pour nous dire vite, il faut acheter absolument à ce prix-là, sinon ça va augmenter, ci et ça. Il y a vraiment tout un tas de choses. On est obligé d'arriver à un certain seuil pour pouvoir se faire livrer, parce que comme c'est en Chine, oui, c'est ça. Oui, c'est bien obligé de le consommer. On nous fait miroiter un objet à 25 centimes, mais on a 10 euros de frais de port, sauf si on achète 60 autres petits libroles dont on n'avait absolument pas besoin. Voilà, et qui ne sont pas du tout contrôlés par rapport à tout ce qu'on disait juste avant sur le volet de la sécurité. Et voilà, donc il y a vraiment énormément de points par rapport au DSA où ça ne va pas du tout non plus. D'accord. Bon, il faut se méfier alors. Et est-ce que c'est la première fois que TestAchat lance une opération comme celle-là ? Donc nous, on s'intéresse vraiment à ces plateformes en ligne depuis longtemps. On a déjà mené des tests sur plus de 250 produits d'AliExpress, etc. En 2020. Et là, très récemment, on a dénoncé Shein parce qu'on a aussi mené un test, cette fois-ci vraiment un test de qualité, sur 25 produits pour enfants. L'étude a été publiée hier, donc peut-être que voilà. Allez voir aussi, c'est très intéressant parce que là, on s'est vraiment intéressé à des articles pour enfants, donc des vêtements ou des chaussures, et on a fait subir à ces articles-là donc un test de qualité pour voir si on ne pouvait pas retrouver des traces de PFAS, de perturbateurs endocriniens, de métaux lourds, etc. Tout ça qui ont des effets sur la santé. Et en fait, le constat est assez accablant dans le sens où tous les produits se sont révélés positifs à ces substances nocives-là. D'accord. Et surtout, ces produits sont destinés pour les enfants. Oui, donc c'est encore pire. Donc c'est particulièrement dangereux. D'accord. Oui, donc effectivement, l'idée de départ, c'est de faire une économie, alors qu'en réalité, finalement, on le paye autrement. On le paye autrement et on le paye ailleurs. Voilà. D'accord. Bon, alors méfions-nous de ces plateformes et merci TestAchat encore une fois d'être vigilant et de mettre des actions en route. J'imagine que toutes ces informations, toutes les mises à jour et toutes ces news, comme par exemple justement cette grande opération qui vient d'être menée, se retrouvent sur le site. Oui, tout se retrouve sur le site. Donc vraiment les articles complets, nos communiqués de presse à ce sujet, etc. Parce que vraiment, nous, ce qu'on demande, c'est que non seulement Temu et les autres marketplaces respectent leurs obligations européennes et fassent attention aux produits qui sont vendus sur la plateforme, mais qu'il y ait aussi davantage de contrôle de la part de nos autorités. Parce que ce qui est important, en fin de compte, c'est que peu importe l'origine du produit, que ce soit des produits qui soient venus d'Amérique, qui viennent d'Europe, qui viennent de Chine, etc., à partir du moment où ils se retrouvent sur le sol européen, ils doivent respecter les exigences européennes et donc être sécurisés pour les consommateurs et consommatrices européens. Mais ça a l'air assez logique et c'est plein de bon sens. Donc merci beaucoup. Merci d'être venue une fois encore, Lisa, pour nous parler de cette action. Avec plaisir. À très bientôt. Eh bien voilà, on arrive déjà au bout de cette émission. On a encore une fois eu de très chouettes thématiques avec un aperçu bien vaste de ce que TestAchat peut vous apporter comme soutien, comme idée, comme conseil. Avec Anne Moriot, on a parlé des élections 2024 et de l'éventualité où vous seriez convoqué comme assesseur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nicolas Claes nous a parlé des réductions fiscales dont on peut bénéficier grâce à nos placements. Véronique Demierbe nous a parlé des pâtes. Est-ce qu'elles font grossir ? Et bonne nouvelle, c'est pas forcément le cas. Et enfin, on a terminé avec Lisa Mailleux et la plainte portée par TestAchat contre la plateforme de vente en ligne Temu. Vous voyez, on ratisse large, il y a plein de thématiques et on est toujours très curieuse de savoir les sujets qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, un petit message, soit via le site de TestAchat, soit via toutes les plateformes sur lesquelles on est présent. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission et d'ici là, faites de bons choix.